Chapitre 5. À l'un des bouts de la vaste écurie, il y avait un gros tas de foin nouveau, et le tas était surmonté du grappin à 4 dents suspendues à sa poulie. Le foin s'abaissait vers l'autre bout de l'écurie comme le versant d'une montagne, et il y avait un espace vide en vue de la prochaine fenaison. De chaque côté, on pouvait voir les râteliers, et entre les barreaux, les têtes des chevaux apparaissaient. C'était dimanche après-midi. Les chevaux au repos mordillaient les quelques brindilles de foin qui restaient, et ils piaffaient, mordaient le bois des mangeoires et faisaient cliqueter leurs licoux. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fentes des murs et traçait des raies lumineuses sur le foin. L'air bourdonnait du vol des mouches, le bourdonnement paresseux de l'après-midi. Au dehors, on entendait le tintement des fers à cheval sur la fiche d'acier et les cris des hommes qui jouaient, s'encourageaient, se moquaient. Mais dans l'écurie, tout était calme, bourdonnant, paresseux et chaud. Il n'y avait que Lenny dans l'écurie, et Lenny était assis dans le foin, près d'une caisse d'emballage qui se trouvait sous une mangeoire, dans la partie de l'écurie qui n'était pas encore remplie de foin. Lenny était assis dans le foin et regardait un petit chien mort qui gisait devant lui. Lenny le regarda longtemps, puis il avança sa grosse main et le caressa du museau jusqu'au bout de la queue. Et Lenny dit doucement au petit chien: « Pourquoi c'est-il que tu t'es laissé tuer ? T'es pas aussi petit que les souris. Je t'avais pas fait sauter bien fort. » Il releva la tête du chiot et lui regarda la figure en lui disant: « Maintenant, Georges ne me laissera peut-être pas soigner les lapins quand il saura que tu es mort. » Il fit un petit creux et y déposa le chien qu'il recouvrit de foin pour le dissimuler. Mais il ne pouvait détacher ses yeux du petit tas qu'il avait fait. Il dit: « C'est pas assez mal pour que j'aille me cacher dans les broussailles. Oh non, sûrement pas. Je dirai à Georges que je l'ai trouvé mort. » Il découvrit le petit chien et l'examina, et il le caressa des oreilles à la queue. Il continua tristement: « Mais il le saura. Georges sait toujours tout. Il dira: « C'est toi qui as fait ça. Faut pas essayer de me tromper. » Il dira: « Maintenant, rien que pour ça, tu ne soigneras pas les lapins. » Brusquement, il s'écria avec colère: « Pourquoi t'es-il laissé tuer, nom de Dieu? T'es pas aussi petit que les souris. » Il ramassa le chiot et le lança loin de lui. Il lui tourna le dos. Assis, les genoux relevés, il murmura: « Maintenant, je ne soignerai pas les lapins. Maintenant, il me laissera plus faire. » Et dans son désespoir, il oscillait d'avant en arrière. Dehors, les fers à cheval tintèrent sur la fiche d'acier et une légère clameur s'éleva. Lenny se mit debout, alla chercher le petit chien, le posa sur le foin et se rassit. Il se remit à le caresser. « T'étais pas assez grand, dit-il. Ils me l'ont dit et redit que t'étais pas assez grand. Je savais pas que tu mourrais si facilement. » Il passa son doigt sur l'oreille flasque du chien. « Peut-être que Georges s'en foutra, dit-il. Il ne lui était rien à Georges, ce sacré petit-fils de garce. » La femme de Curly apparut au coin de la dernière stalle. Elle s'approcha si doucement que Lenny ne la vit pas. Elle portait sa robe de coton de couleur vive et ses mules ornées de plumes d'autruche rouges. Son visage était maquillé et tous ses tire-bouchons bien en place. Elle était tout près quand Lenny leva les yeux et l'aperçut. Affolé, il jeta une poignée de foin sur le chiot. Il la regarda d'un air sombre. Elle dit: « Qu'est-ce que t'as là, mon petit ami ?» Lenny lui jeta un regard farouche. « Georges dit qu'il ne faut pas que je reste avec vous. Faut pas que je vous parle ni rien. » Elle rit. « C'est Georges qui te dit toujours ce qu'il faut faire ?» Lenny baissa les yeux vers le foin. « Il dit que je soignerai pas les lapins si je vous parle, ou autre chose. » Elle dit tranquillement. « Il a peur que Curly se mette en colère. Curly a le bras en écharpe, et si Curly fait le méchant, t'auras qu'à lui écraser l'autre main. Je me suis pas laissé prendre à ton histoire de machine. » Mais Lenny ne se laissait pas faire. « Non, non, sûr que je vous parlerai pas, ni rien. » Elle s'agenouilla dans le foin près de lui. « Écoute, dit-elle, tout le monde est à jouer au fer. Il est à peine 4 heures. Il faut un concours. Personne ne partira. Pourquoi donc je te causerai pas?
Je cause jamais à personne. Je me sens horriblement seule. Lenny dit. Enfin, je suis pas supposée vous parler ni rien. Je me sens seule, dit-elle. Toi, tu peux causer aux gens, mais moi, il n'y a qu'à Curly que je peux causer. Sans ça, il se fout en rogne. T'aimerais ça, toi, parler à personne? Lenny dit. Je suis pas supposée le faire. George a peur qu'il m'arrive des ennuis. Elle changea de sujet. Qu'est-ce que c'est que t'as là, recouvert? Alors, toute la douleur de Lenny lui remonta. Mon petit chien, dit-il tristement, rien que mon petit chien. Et d'un coup de main, il balaya le foin qui le recouvrait. Mais il est mort, s'écria-t-elle. Il était si petit, dit Lenny. On jouait ensemble. Il a fait semblant de me mordre et j'ai fait semblant de le caloter et je l'ai fait et puis il était mort. Elle le consola. Te tourmente pas, va. C'était qu'un petit cabot, t'en trouveras facilement un autre. Des cabots, il y en a plein de pays. C'est pas tant ça, expliqua Lenny misérablement. Mais maintenant, Georges ne me laissera plus soigner les lapins. Pourquoi ça? Parce qu'il a dit que si je faisais encore quelque chose de mal, il ne me laisserait pas soigner les lapins. Elle se rapprocha de lui et lui parla d'un ton câlin. Aie pas peur de me causer. Écoute-les tous qui gueulent, là-bas. Il y a 4 $ d'enjeu dans ce concours. Ils ne s'en iront pas avant que ce soit fini. Si Georges me trouve en train de vous causer, il m'engueulera, dit Lenny prudemment. Il me l'a dit. Enfin, mais qu'est-ce que j'ai fait, dit-elle, le visage furieux. J'ai donc pas le droit de parler à quelqu'un? Pour qui me prend-on, après tout? T'es gentil garçon, je vois pas pourquoi je pourrais pas te causer. Je te fais pas de mal. C'est que Georges dit que vous ferez avoir des histoires. Bah, dit-elle, quel mal veux-tu que je te fasse? Il n'y en a pas un seul qui avait l'air de s'inquiéter de la vie que je mène ici. Tu peux me croire, j'ai pas été habituée à mener une vie pareille. J'aurais pu devenir quelqu'un. Elle continua d'une voix sombre. Il n'est pas dit que ça n'arrive pas. Puis ces mots se précipitèrent dans un désir passionné d'épanchement, comme si elle eût craint qu'on lui enlevât son auditoire. J'habitais Salinas, dit-elle. J'étais toute gosse quand j'y suis venue, et un jour un théâtre s'est amené en ville, et j'ai fait la connaissance d'un des acteurs. Il m'a dit que je pourrais faire partie de la troupe, mais ma mère n'a pas voulu. Parce que j'avais juste 15 ans, qu'elle disait. Mais le type m'avait dit que je pourrais. Si je l'avais fait, tu parles que je mènerais un autre genre de vie. Lenny caressait le petit chien. Nous, on aura une petite ferme et des lapins, expliqua-t-il. Elle continua son histoire rapidement avant qu'il eût pu l'interrompre. Une autre fois, j'ai rencontré un type qui était dans le cinéma. Je suis allée danser avec lui au Riverside Dance Palace. Il m'a dit qu'il me ferait faire du cinéma. Il m'a dit que j'étais née actrice. Dès son retour à Hollywood, il devait m'écrire. Elle regarda Lenny de tout près pour voir si elle l'impressionnait. « J'ai jamais reçu la lettre, dit-elle. J'ai toujours eu dans l'idée que ma mère l'avait chippée. Bref, j'allais pas rester dans un trou où j'arriverais à rien, où je pourrais pas me faire un nom et où on me volait mes lettres. Je lui ai demandé si c'était elle qui me l'avait volée et elle m'a dit que non. Alors, j'ai épousé Curly. Je l'avais rencontrée ce même soir au Riverside Dance Palace. » Elle demanda. « Tu m'écoutes? »« Moi, bien sûr. » J'ai encore jamais raconté ça à personne. Je devais peut-être pas. Je n'aime pas Curly, c'est un mauvais garçon. Et parce qu'elle s'était confiée à lui, elle se rapprocha de Lenny et s'assit près de lui. J'aurais pu faire du cinéma et avoir de belles toilettes, toutes ces jolies toilettes qu'elle porte. Et j'aurais pu m'asseoir dans ces grands hôtels et on aurait tiré mon portrait. Le premier soir qu'on aurait passé les films, j'aurais pu y aller et j'aurais parlé à la sans fil et ça ne m'aurait pas coûté un sou parce que j'aurais joué dans le film. Et toutes ces belles toilettes qu'elle porte, parce que le type m'a dit que j'étais née actrice. Elle leva les yeux vers Lenny et elle esquissa un grand geste du bras et de la main pour montrer qu'elle pouvait jouer. Ses doigts suivaient son poignet conducteur, le petit doigt noblement séparé des autres. Lenny poussa un profond soupir. Au dehors, un fer tinta sur le métal et des acclamations s'élevèrent. « Il y en a un qui a encerclé l'affiche, » dit la femme à Curly. La lumière changeait maintenant que le soleil baissait, et les raies de soleil escaladaient le mur, tombaient sur les râteliers et au-dessus de la tête des chevaux. Lenny dit «
Peut-être bien que si j'allais jeter ce petit chien dehors, Georges ne s'en apercevrait pas, et alors je n'aurais plus de difficulté pour soigner les lapins. » La femme de Curly s'écria en colère. « Tu ne peux donc pas penser à autre chose qu'à ces lapins ?»« On aura une petite ferme, » expliqua Lenny patiemment. « On aura une maison et un jardin, et un carré de luzerne, et cette luzerne sera pour les lapins, et je prendrai un sac et je le remplirai de luzerne, et puis je l'apporterai aux lapins. » Elle demanda. « Pourquoi donc que t'aimes tant les lapins ?» Lenny dut réfléchir longuement avant d'arriver à une conclusion. Prudemment, il s'approcha d'elle jusqu'à la toucher. « J'aime caresser les jolies choses. Un jour, à la foire, j'ai vu de ces lapins à longs poils, et ils étaient jolis pour sûr. Des fois même, je caresse des souris, mais c'est quand je peux rien trouver de mieux. » La femme de Curly se recula un peu. « Je crois que t'es piquée, dit-elle. »« Non, je suis pas piquée, expliqua Lenny consciencieusement. Georges dit que je le suis pas. J'aime caresser les jolies choses avec mes doigts, les choses douces. » Elle était un peu rassurée. « Tout le monde est comme ça, dit-elle. Tout le monde aime ça. Moi, j'aime toucher la soie et le velours. Est-ce que t'aimes toucher le velours ?» Lenny gloussa de plaisir. « Vous parlez, bon Dieu !» s'écria-t-il avec joie. « Et même que j'en ai eu un morceau. C'est une dame qui me l'avait donné. Et cette dame, c'était ma tante Clara. Elle me l'a donné à moi, un morceau grand comme ça à peu près. Je voudrais bien l'avoir, ce velours, en ce moment même. » Sa figure se rembrunit. « Je l'ai perdu, dit-il. Il y a bien longtemps que je ne l'ai pas vu. » La femme de Curly se moqua de lui. « T'es piqué, dit-elle, mais t'es gentil tout de même. On dirait un grand bébé, mais on peut bien voir ce que tu veux dire. Quand je me coiffe, des fois, je me caresse les cheveux parce qu'ils sont si soyeux. » Pour montrer comment elle le faisait, elle passa ses doigts sur le haut de sa tête. « Il y a des gens qui ont des gros cheveux raides, continua-t-elle avec complaisance. Curly, par exemple. Ses cheveux sont comme des fils de fer. Mais les miens sont fins et soyeux. C'est parce que je les brosse souvent. C'est ça qui les rend fins. Ici, touche, juste ici. » Elle prit la main de Lenny et la plaça sur sa tête. « Touche là autour, tu verras comme c'est doux. » De ses gros doigts, Lenny commença à lui caresser les cheveux. « Me décoiffe pas, dit-elle. » Lenny dit. « Oh, c'est bon. » Et il caressa plus fort. « Oh, c'est bon. Attention, tu vas me décoiffer. » Puis elle s'écria avec colère. « Allez, voyons, tu vas toute me décoiffer. » D'une secousse, elle détourna la tête et Lenny serra les doigts, se cramponna aux cheveux. « Lâche-moi » cria-t-elle. « Mais lâche-moi donc !» Lenny était affolée. Son visage se contractait, elle se mit à hurler et de l'autre main, il lui couvrit la bouche et le nez. « Non, je vous en prie, supplia-t-il. Oh, je vous en prie, ne faites pas ça. Georges se fâcherait. » Elle se débattait vigoureusement sous ses mains. De ses 2 pieds, elle battait le foin et elle se tordait dans l'espoir de se libérer. Lenny commença à crier de frayeur. « Oh, je vous en prie, ne faites pas ça, supplia-t-il. Georges va dire que j'ai encore fait quelque chose de mal. Il me laissera pas soigner les lapins. » Il écarta un peu la main et elle poussa un cri rauque. Alors Lenny se fâcha. « Allons, assez, dit-il. Je veux pas que vous gueuliez. Vous allez me faire arriver des histoires, tout comme a dit Georges. Ne faites pas ça, voyons. » Et elle continua à se débattre, les yeux affolés de terreur. Alors il la secoua et il était furieux contre elle. « Ne gueulez donc pas comme ça, dit-il en la secouant. » Et le corps s'affaissa comme un poisson. Puis elle ne bougea plus, car Lenny lui avait brisé les vertèbres du cou. Il abaissa les yeux vers elle et avec précaution enleva la main de dessus sa bouche. Et elle resta immobile. « Je ne veux pas vous faire du mal, dit-il, mais Georges se foutra en rogne si vous gueulez. » Voyant qu'elle ne répondait ni ne bougeait, il se pencha tout contre elle, il lui souleva le bras et le laissa retomber. Un moment, il sembla éberlué, puis il soupira dans sa terreur. « J'ai fait quelque chose de mal. J'ai encore fait quelque chose de mal. » Il entassa du foin jusqu'à ce qu'elle fût partiellement recouverte. Des cris d'hommes et le double tintement de fer sur le métal retentirent au dehors. Pour la première fois, Lenny prit conscience du monde extérieur. Il se tapit dans le foin et écouta. « J'ai fait quelque chose de vraiment mal, dit-il. J'aurais pas dû faire ça. Georges va se fâcher. Et il a dit, et tu le cacheras dans les fourrés jusqu'à ce que je vienne te chercher. Il va se fâcher dans les fourrés jusqu'à ce que je vienne. C'est ce qu'il a dit. » Lenny retourna vers la femme morte. Le petit chien gisait tout près d'elle. Lenny le ramassa. « Je vais le jeter, dit-il. Il y a assez de mal comme ça. » Il glissa le chien sous son veston, rampa jusqu'au mur de l'écurie et regarda par une fente dans la direction de la partie de
de fer. Puis, il se glissa derrière la dernière mangeoire et il disparut. Les raies de soleil se trouvaient maintenant très haut sur le mur, et dans l'écurie, la lumière s'adoucissait. La femme de Curly était étendue sur le dos, à demi recouverte de foin. Tout était très calme dans l'écurie, et le calme de l'après-midi régnait sur le ranch. Même le tintement des fers lancés, même les voix des joueurs semblaient s'apaiser. En avance sur le jour extérieur, la pénombre maintenant envahissait l'écurie. Un pigeon entra par le ventail grand ouvert pour le passage du foin. Il décrivit un cercle puis ressortit. Une chienne de berger apparut au coin de la dernière stalle. Elle était mince et longue, et ses lourdes mamelles pendaient. À mi-chemin de la caisse d'emballage où se trouvaient ses petits, elle flaira l'odeur morte de la femme de Curly, et ses poils se hérissèrent sur son dos. Elle se mit à geindre, et ayant regagné sa caisse d'emballage, elle sauta et retrouvait ses petits. La femme de Curly gisait à demi recouverte de foin jaune. La méchanceté, les machinations, les rancœurs de sa solitude ne pouvaient plus se lire sur son visage. Elle était très jolie et toute simple, et son visage était doux et jeune. Ses joues fardées et ses lèvres rougies lui donnaient l'air vivant, et elle semblait dormir d'un sommeil léger. Ses boucles, comme de minuscules tire-bouchons, étaient éparses sur le foin derrière sa tête, et ses lèvres étaient entr'ouvertes. Comme il arrive parfois, les minutes s'attardèrent, durèrent bien plus que des minutes. Et tout bruit cessa, et tout mouvement cessa pendant quelques minutes, beaucoup plus long que des minutes. Puis peu à peu, le temps se réveilla et reprit paresseusement son cours. Les chevaux piaffèrent de l'autre côté des râteliers et les licous cliquetèrent. Au dehors, les voix des hommes se firent plus hautes, plus claires. La voix du vieux Candy se fit entendre au coin de la dernière stalle. « Lenny !» cria-t-il. « Hé, Lenny, t'es là? J'ai fait d'autres calculs. Je vais te dire ce qu'on pourrait faire, Lenny. » Le vieux Candy apparut au coin de la dernière stalle. « Hé, Lenny !» appela-t-il encore. Puis il s'arrêta et son corps se raidit. Il frotta son poignet lisse sur sa joue blanche, mal rasée. « Je savais pas que vous étiez ici, dit-il à la femme de Curly. Ne recevant pas de réponse, il se rapprocha. « Vous devriez pas dormir ici, dit-il d'un ton de reproche. Une minute plus tard, il était tout près d'elle et... Sacré nom de Dieu! Éperdu, il regarda tout autour de lui en se frottant la barbe. Puis il fit un bond et s'élança hors de l'écurie. Mais maintenant l'écurie s'était réveillée. Les chevaux piaffaient et renaclaient, ils mangeaient la paille de leur litière, faisaient cliqueter les chaînes de leurs licous. Candy ne tarda pas à revenir, accompagné de Georges. Georges dit « Pourquoi que tu voulais me voir ?» Candy montra la femme de Curly. Georges regarda. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda-t-il. Il se rapprocha, puis fit écho aux paroles de Candy. « Sacre nom de Dieu !» Il s'était agenouillé près d'elle. Il lui mit la main sur le cœur, et quand enfin il se décida à se relever lentement, péniblement, son visage avait la dureté, la tension du bois, et les yeux aussi étaient durs. Candy dit « Qui c'est qui a fait ça ?» Georges le regarda froidement. « T'as pas une idée ?» demanda-t-il. Et Candy resta silencieux. « J'aurais dû m'en douter, dit Georges désemparé. Mais après tout, je m'en doutais peut-être dans le fond de ma tête. Candy demanda. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Georges? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Georges resta longtemps sans répondre. « Je suppose qu'il va falloir le dire aux autres. Je suppose qu'il va falloir le retrouver pour le faire enfermer. On ne peut pas le laisser se sauver, le pauvre bougre. Il crèverait de faim. » Et il tenta de se rassurer. « Si on l'enferme, on sera peut-être bon pour lui. » Candy dit avec feu. « Faut pas le laisser s'échapper. Tu ne connais pas le Curly. Curly voudra le faire lyncher. Curly le fera tuer. » Georges regardait les lèvres de Candy. « Oui, finit-il par dire, t'as raison. Curly le fera tuer. Et les autres aussi. » Et de nouveau, il regarda la femme de Curly. Alors Candy exprima sa crainte la plus sérieuse. « Toi et moi, on pourra avoir cette petite terre quand même. Pas vrai, Georges? On pourra aller y mener la bonne vie. Pas vrai, Georges? Pas vrai? »
Sans attendre la réponse de Georges, Candy baissa la tête et regarda le foin. Il avait compris. Georges dit doucement. « Je m'en doutais, je crois, dès le début. Je m'en doutais qu'on ne l'aurait jamais. Mais il aimait tellement en entendre parler que j'avais fini par croire qu'on finirait peut-être par la revoir. » « Alors, c'est définitivement dans l'eau ?» demanda Candy d'un air sombre. Georges ignora la question. Georges dit « Je vais faire mon mois, je prendrai mes $50 et je passerai toute une nuit dans quelques pouilleux de bordel. Ou bien je resterai au cabaret jusqu'à ce que tout le monde s'en retourne chez soi. Alors je reviendrai travailler un autre mois et j'aurai $50 de plus. » Candy dit « C'est un si bon type. J'aurais jamais cru qu'il aurait fait une chose pareille. » Georges regardait toujours la femme de Curly. « Lenny ne l'a pas fait par méchanceté, dit-il. Il passe son temps à faire des bêtises, mais c'est jamais par méchanceté. » Il se redressa et se retourna vers Candy. « Maintenant, écoute, faut aller le dire aux autres. J'imagine qu'il faudra bien qu'on l'amène ici. On ne peut pas éviter ça. Ils ne lui feront peut-être pas de mal. » Il dit d'un ton tranchant. « Je ne laisserai pas faire de mal à Lenny. Maintenant, écoute. Les autres pourraient peut-être penser que j'y suis pour quelque chose. Moi aussi. Je vais aller dans notre chambre. Toi, dans 1 minute, tu sortiras le dire aux autres. Et moi, je m'amènerai et je ferai comme si je ne l'avais jamais vu. Tu veux bien faire ça? Comme ça, les types verront bien que j'y suis pour rien. » Candy dit. « Pour sûr, Georges, pour sûr que je veux bien faire ça. Bon, donne-moi 2 minutes et puis tu sors en vitesse et tu leur dis que tu viens juste de la trouver. Je file. » Georges fit demi-tour et sortit rapidement de l'écurie. Le vieux Candy le regarda s'en aller. Désemparé, il reporta ses yeux sur la femme de Curly, et peu à peu, son chagrin et sa colère montèrent jusqu'à exprimer en paroles. « Sacré nom de Dieu de garce, dit-il méchamment, t'es arrivé à ce que tu voulais, hein? Je parie que te voilà contente. Tout le monde le savait que tu ferais du grabuge. T'as jamais rien valu. Tu ne vaux plus rien maintenant, sale fumier. » Il renifla et sa voix trembla. « J'aurais pu sarcler leur jardin et laver leur vaisselle. » Il s'arrêta, puis il se mit à psalmodier. Il répétait les vieux mots. S'il y avait eu un cirque ou un match de baseball, on y serait allé. On aurait dit simplement « Le travail, on s'en fout » et on y serait allé. On n'aurait rien eu à demander à personne. Et on aurait eu un cochon et des poulets, et l'hiver, le petit poil bien rond, et la pluie qui serait venue. Et nous, assis, là, bien tranquilles. Ses yeux s'étaient remplis de larmes, et il se retourna, et lentement il sortit de l'écurie tout en frottant avec son moignon les poils hérissés de ses joues. Au dehors, le bruit de la partie cessa. Des voix s'élevèrent, on discutait, puis ce fut un martèlement de pieds, et les hommes firent irruption dans l'écurie. Slim, Carlson, et le jeune Whit, et Curly, et Crooks, qui se tenaient derrière pour ne pas attirer l'attention. Candy les suivait, et Georges arriva le dernier. Georges avait mis son veston de serge de coton bleu et l'avait boutonné. Il avait abaissé son chapeau noir sur ses yeux. Les hommes franchirent la dernière stalle au pas de course. Leurs yeux distinguèrent la femme de Curly dans la pénombre. Ils s'arrêtèrent et restèrent immobiles à la regarder. Puis tranquillement, Slim s'approcha d'elle et lui tâta le pouls. De son doigt fin, il lui toucha la joue, puis il glissa sa main sous le cou, légèrement tordu, que les doigts palpèrent. Quand il se redressa, les hommes se pressèrent autour de lui et le silence fut rompu. Curly revint brusquement à la vie. « Je sais qui a fait ça !» cria-t-il. « C'est ce grand enfant de putain qui l'a fait. Je sais que c'est lui. Y a pas de doute. Tous les autres étaient à jouer au fer. » Il s'excitait à la fureur. « Je vais lui faire son affaire. Je vais chercher mon fusil. Je le tuerai moi-même, l'enfant de putain. Je lui foutrai une balle dans les tripes. Allez, venez les gars. » Furieux, il sortit de l'écurie en courant. Carlson dit « Je vais chercher mon Luger. » Et il s'enfuit lui aussi en courant. Slim se tourna tranquillement vers Georges. « Je crois bien en effet que c'est Lenny qui a fait le coup, dit-il. Elle a le cou brisé, il n'y a que Lenny qui ait pu faire ça. » Georges ne répondit pas, mais il opina lentement. Son chapeau lui descendait si avant sur le front qu'on ne lui voyait pas les yeux. Slim continua. « Peut-être bien comme cette histoire de weed que tu me racontais. »
De nouveau, Georges opina. Slim soupira. Je crois qu'il va falloir qu'on le rattrape, hein. Où c'est que tu crois qu'il est allé? Longtemps, Georges sembla incapable d'articuler un mot. Il sera allé vers le sud, dit-il. Nous sommes venus du nord, alors il sera allé vers le sud. Je crois qu'il faut qu'on le rattrape, répéta Slim. Georges se rapprocha. Est-ce qu'on ne pourrait pas le ramener ici et le faire enfermer? Il est cinglé, Slim. C'est pas par méchanceté qu'il a fait ça. Slim acquiesça. On pourrait peut-être, dit-il. Si on peut empêcher Curly de sortir, on pourra peut-être. Mais Curly va vouloir le tuer. Curly est encore en rogne à cause de sa main. Et il suppose qu'on l'enferme et qu'on l'attache et qu'on le fout dans une cage. C'est pas guère à souhaiter, Georges. Je sais, dit Georges, je sais. Carlson rentra en courant. Il m'a volé mon Luger, l'enfant de garce, hurla-t-il. Il n'est plus dans mon sac. Curly le suivait, et Curly portait un fusil dans sa main valide. Curly avait repris son calme. On y est, les gars, dit-il. Le nègre a un fusil, prends-le. Carlson, quand tu l'apercevras, ne laisse pas s'échapper. Fous-lui une balle dans les tripes, ça le fera plier en deux. Whit, très agité, dit. Moi, j'ai pas de fusil. Curly dit. Toi, t'iras à Soledad, chercher la police. Amène Alwitz, l'assistant du shérif. Allons, en route. Soupçonneux, il se tourna vers Georges. Tu viens avec nous, mon garçon? Oui, dit Georges. J'irai. Mais écoute, Curly, le pauvre bougre est cinglé, faut pas le tuer. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Pas le tuer? Cria Curly. Il a volé le Luger de Carlson. Tu parles si on va pas le tuer. Georges dit mollement. Carlson l'a peut-être perdu, son Luger. Je l'ai vu ce matin, dit Carlson. Non, on me l'a volé. Slim regardait la femme de Curly. Il dit. Curly, tu ferais peut-être mieux de rester avec ta femme. La face de Curly s'empourpra. Je veux y aller, dit-il. Je veux lui crever les tripes moi-même à ce grand enfant de putain, quand même que j'ai qu'une main. C'est moi qui l'aurai. Slim se tourna vers Candy. Alors c'est toi, Candy, qui va rester avec elle. Nous autres, on ferait mieux de partir. Ils se mirent en marche. Georges s'arrêta un instant auprès de Candy, et tous les deux contemplèrent la fille morte. Mais Curly appela. « Hé, Georges, reste avec nous, qu'on voit que tu y as pas mis la main. » Georges les suivit lentement, et il traînait les pieds lourdement. Et quand ils furent partis, Candy s'accroupit dans le foin et regarda le visage de la femme de Curly. « Le pauvre bougre, dit-il doucement. » Le bruit des hommes s'évanouit, l'écurie s'obscurcissait peu à peu, et dans leur stalle, les chevaux frottaient les pieds et faisaient cliqueter leurs ligots. Le vieux Candy se coucha dans le foin et se couvrit les yeux avec son bras.